Eh bien, merci à tous. Je vais prendre comme ça, c'est mieux. Merci à tous d'avoir fait le déplacement de manière massive. J'ai eu peine à me frayer un chemin parmi vous, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est la seule conférence que je vais donner à Paris, donc voilà, vous avez bien fait d'être là, puisque c'est un moment exclusif. Alors, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent déjà. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre sur l'insécurité en 2013 qui s'appelle La France Orange Mécanique. J'ai écrit un livre sur les médias, le conditionnement médiatique qui s'appelle La France Big Brother. Et donc mon dernier livre s'appelle La France interdite. C'est un livre sur l'immigration. Donc le sujet casse-gueule par excellence, dont il est très difficile de parler normalement aujourd'hui en France. C'est un sujet que, dès qu'on entend le mot immigration, on a automatiquement dans notre esprit des voyants d'alerte qui s'allument. Et on sait que c'est un terrain sur lequel on joue notre survie sociale en quelque sorte. Donc c'est pas un sujet qu'il est facile d'aborder de manière posée, rationnelle, réfléchie. Le débat sur l'immigration en France, on en parle depuis à peu près 30 ans et il n'existe pas depuis à peu près cette époque-là. Je constate qu'on ne peut pas aujourd'hui en France aller sur un plateau de télévision et apporter un argumentaire rationnel, comme je le fais dans ce livre, c'est-à-dire factuel, en compilant des données officielles, des données qui sont des sources officielles, comme l'INSEE ou l'INED ou l'Institut Eurostat, des instituts reconnus, des démographes de renom, des études qui sont publiées dans des grandes revues scientifiques. On ne peut pas le faire aujourd'hui en France sur un plateau de télévision. On vous opposera systématiquement l'indignation, l'intimidation, voire l'inquisition. Donc ce débat n'a pas lieu et j'ai voulu justement tenter, moi, d'aller au fait, puisque j'ai constaté aussi que même les individus qui étaient fortement opposés à l'immigration l'étaient souvent pour des raisons un peu irrationnelles et sans être capables de développer un argumentaire réellement critique à l'encontre de l'immigration. Donc moi j'ai voulu faire cette étude, cette analyse, et donc je l'ai condensée dans ces 526 pages, qui sont parfois un peu, justement, sans doute indigestes, puisqu'elles contiennent beaucoup de données techniques, mais à mon sens, il est important que ces données soient rassemblées de manière synthétique dans un seul livre. Donc d'abord, l'immigration, ce sont des chiffres démographiques. C'est-à-dire que quand vous regardez la télévision, il y a souvent un démographe qui vous explique que l'immigration, elle est stable depuis toujours. Parce que il y a 8% d'immigrés en France, plus ou moins, depuis assez longtemps. Et donc, les gens qui parlent de bouleversement de la population française ont tort. Parce que, les chiffres sont là, le nombre d'immigrés en France ne bouge pas. Sauf que les immigrés, ça veut dire les individus qui sont nés à l'étranger. Donc ça élimine pas mal de monde, notamment tous ceux qui sont descendants d'immigrés, qui sont nés en France, français, qui sont naturalisés français, et qui sont pourtant issus de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen moyen, quand il constate dans la rue, dans les états civils, dans les journaux, dans les photos de classe, il constate par ses propres moyens, il a l'impression que sa population est en train d'évoluer et de ne pas ressembler tout à fait à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Et pourtant, il est confronté à ce déni officiel, c'est-à-dire ces individus qui ont accès à l'expression publique, aux grands médias, vont expliquer non, l'immigration ne bouge pas, le nombre d'immigrés reste scrupuleusement le même, etc. Mais sauf qu'on oublie de parler des descendants d'immigrés, qu'ils soient donc les fils d'immigrés, les petits-fils d'immigrés, les arrière-petits-fils d'immigrés. Ça fait du monde. En réalité, les descendants d'immigrés sont aujourd'hui nettement plus nombreux que les immigrés. Ce qui nous amène au constat qu'à peu près 33% des Français aujourd'hui, sur 4 générations, sont issus de l'immigration. Alors l'immigration ne correspond pas forcément à ce qu'on appelle la diversité. Il y a beaucoup d'immigrés d'origine européenne, notamment portugais, polonais, italiens, etc. Mais ces dernières années, la diversité, l'immigration extra-européenne, c'est-à-dire essentiellement maghrébine, moyen-orientale et subsaharienne, a augmenté très sensiblement. Et en réalité, cette immigration qui est totalement inédite en France s'est massifiée et a atteint une proportion importante. Aujourd'hui, on estime à peu près, d'après les chiffres officiels, que 18% des Français, des individus qui vivent en France, sont issus de cette diversité visible. Donc, grosso modo, d'une immigration extra-européenne. Alors, 18% des Français, c'est une moyenne.
la pyramide des âges n'a pas cette constance-là. C'est-à-dire que si vous allez dans le haut de la pyramide des âges, donc les individus les plus âgés, la proportion de diversité est quasiment nulle. C'est-à-dire que la plupart des centenaires en France ne sont pas issus de l'immigration, ce sont des individus issus des natifs, comme on dit, des autochtones ou des Français de souche. Faites attention à cette expression, elle peut être extrêmement dangereuse. Les Français de souche, donc, à mesure qu'on descend la pyramide des âges, on constate qu'ils sont de moins en moins représentés et que la proportion des individus issus de la diversité, elle, va augmentant. C'est-à-dire que quand vous arrivez aux naissances, vous avez à peu près aujourd'hui en France 40% des naissances qui sont issues de l'immigration extra-européenne. Donc là, concrètement, on a affaire à un changement de la structure de la population française. Le terme de remplacement, d'ailleurs, qui est un terme polémique aujourd'hui, cité par Renaud Camus, vient de l'ONU, en réalité. L'ONU préconise, depuis les années 2000, cette migration dite de remplacement, en partant du constat que la dénatalité européenne est très préoccupante, que les femmes en Europe, en Italie, en Allemagne, en France, en Suède, font très peu d'enfants, c'est-à-dire à peu près 1,2 à 1,4, et que par conséquent, comme il en faut 2 pour renouveler les générations, chaque génération autochtone est décimée. Très concrètement, en l'espace de quelques générations, on sait aujourd'hui, d'après les projections de démographes de l'ONU, que les Européens autochtones, autour de l'an 2100, seront à peu près 170 millions, à n'avoir aucune ascendance extra-européenne. Ils sont à peu près 5 à 600 millions aujourd'hui. 170 millions, vous voyez la vitesse de la décrue démographique. Donc pour pallier à cela, pour pallier notamment économiquement à cela, l'ONU a préconisé de remplacer ces consommateurs qui ne se renouvelaient pas eux-mêmes par cette migration massive. Peu importe son niveau de qualification, l'écart culturel qui existe avec le pays d'accueil, l'important est d'avoir un nombre de consommateurs suffisant pour garantir au produit intérieur brut sa stabilité. Parce que c'est vrai que si vous augmentez le nombre d'habitants d'un pays, de 10 millions d'individus par exemple, le produit intérieur brut va s'en trouver augmenté. C'est mathématique, il y a plus de consommateurs, il y a plus d'investissements, etc. Donc ça crée du PIB. Par contre, le PIB par habitant ne va pas augmenter. C'est là qu'il y a la subtilité, c'est ce qu'on oublie souvent de nous dire. C'est-à-dire que quand on descend, évidemment, tout en haut de la pyramide économique, il y a des retombées très intéressantes pour les individus, donc les grands patrons, les individus très qualifiés. Par contre, plus on descend sur cette pyramide économique, plus on constate que les individus qui sont les salaires moyens, les individus peu qualifiés, eux, vont souffrir de cette concurrence salariale et du fait de devoir transférer sous forme d'impôts, de fiscalité, beaucoup de leur argent pour les aides sociales notamment, puisque cette nouvelle immigration, qu'on appelle une immigration de quantité, a un taux d'emploi et un taux d'emploi beaucoup plus faible que la population autochtone, un taux de productivité également plus faible, un taux de recours aux aides sociales bien plus élevé, un taux de criminalité également plus élevé. Bref, quand on fait tout le calcul, on se rend compte qu'il y a des immigrations extrêmement différentes. Il y a des immigrations qui rapportent objectivement. Il y a des immigrés qui sont très qualifiés et qui profitent objectivement au pays d'accueil. Par exemple, en Australie, je crois que c'est le seul pays aujourd'hui qui bénéficie à plein de son immigration, puisque les immigrés en Australie sont nettement plus qualifiés et productifs que la moyenne des autochtones. C'est à peu près le seul pays qui ait une immigration choisie à ce point. D'autres pays n'ont pas d'immigration. Par exemple, le Japon, malgré une dénatalité absolue, un taux de 1,2 enfants par femme, refuse absolument de recourir à l'immigration. Pour l'anecdote, le Japon, l'an passé, a enregistré 11 demandes d'asile. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ont été acceptés. Ça veut dire que voilà, pour aller au Japon, c'est difficile, et quand vous vous mariez avec une japonaise ou quand vous habitez au Japon, ça ne vous donne pas plus de droits que vous êtes un étranger, vous le restez. Donc c'est tout à fait possible, hein, entre parenthèses, d'avoir une politique migratoire différente que celle de la France, parce qu'en général, on nous dit les immigrés aujourd'hui ils vont où ils veulent et on ne peut rien faire pour les en empêcher. C'est factuellement faux. De nombreux pays le font. Alors j'ai parlé du Japon, j'ai parlé de l'Australie. L'Australie, il a suffi de quelques discours pour dissuader les immigrés clandestins d'aller en Australie, en menaçant simplement de tirer sur les embarcations qui arrivaient, en menant des campagnes de publicité en expliquant aux migrants avec les guillemets, qu'ils ne seraient pas les bienvenus en Australie.
les bateaux ne viennent plus, les migrants ne se noient plus, et le problème est résolu. Et ça coûte beaucoup moins cher, évidemment, que d'accueillir massivement ces réfugiés. L'Allemagne en a accueilli à peu près 2 millions en quelques années, et on estime que par tête, ça coûtera 450 000 euros. Par tête, le réfugié, donc vous faites le calcul, effectivement, les dépenses publiques vont fonctionner, mais au bout du compte, ça va faire très mal, l'addition va être très lourde. Et ce sont des individus, malheureusement, qui, 10 ans après leur arrivée, travaillent à un taux d'emploi qui est ridicule. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les économies, objectivement. Il y a aussi le cas de la Hongrie, alors, pour la gestion de l'immigration, qui place la barre très haut en matière d'autodiabolisation, puisque le président Orban, lui, a décidé de construire des barrières pour arrêter son immigration, des barrières barbelées, avec des miradors. Il les a fait construire par des chômeurs réquisitionnés. Donc là, il a mis la barre extrêmement haut. Il n'empêche, en quelques heures, l'immigration s'est arrêtée et est proche du zéro absolu, parce que maintenant, tenter de franchir cette frontière est un crime et passible d'emprisonnement. Et emprisonnement dans une prison en Hongrie. Donc voilà, ce n'est pas la peine d'en dire plus. On comprendra que ça dissuade autrement que les prisons françaises. Donc en gros, quand on veut, on peut parfaitement en fait. Simplement, les Français veulent, hein, on s'en est aperçu, les Français sont à 75%, pensent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays et pensent, pareil, très majoritairement, qu'il faut arrêter l'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc., etc. Donc les Français veulent, les Français peuvent, mais les Français ne parviennent pas à faire entendre leur volonté souveraine. Parce que les gens qui dirigent pour nous, les institutions européennes, etc., etc., sont très favorables à l'immigration. Les grands médias sont très favorables à l'immigration. Et on constate que l'immigration a lieu. Alors, 250 000 titres de séjour sont délivrés chaque année, 3 millions de visas. L'immigration, elle est administrativement, elle est autorisée, elle est reconduite, il n'y a pas de problème. Quels que soient les discours qui sont tenus, aujourd'hui, elle existe. Sur 100 000 demandeurs d'asile, il y a 70 000 déboutés, 60 000 disparaissent dans la nature, sans qu'on sache ce qu'ils deviennent, et personne ne s'en préoccupe. Il y a 10 000 expulsions réelles chaque année. Pourquoi si peu? Parce que la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, qui nous interdit d'expulser des migrants par lot. Ça veut dire par lot, L-O-T, pas par lot. Hein. Donc ça veut dire que concrètement, ils arrivent en bateau par dizaines et la France doit les expulser en avion un par un. Parce que c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc clairement, c'est une manière d'empêcher les pays de faire valoir leur souveraineté migratoire. La Convention européenne des droits de l'homme, par ailleurs, est aussi à l'origine du regroupement familial, puisqu'elle imposait au pays de ne pas briser les noyaux familiaux des familles immigrées. Ça veut dire que Giscard l'a signé, certes, mais il n'avait pas vraiment le choix, parce que sinon il violait cette convention des droits de l'homme. Donc ces institutions sont faites pour, prendre en otage les citoyens français et les empêcher d'exercer leur libre souveraineté. Après, ça n'est qu'un traité. La France doit être un des seuls pays au monde à respecter des traités internationaux. C'est très facile de le dénoncer. Compte tenu du poids qui est le sien, la France pourrait dire à l'Europe, Macron pourrait dire à Mme Merkel, si dans la seconde on ne dénonce pas, on ne réécrit pas ce traité et on ne revoit pas, on ne refonde pas les institutions, notamment sur le contrôle aux frontières, etc., nous quittons l'Europe. L'Europe est morte, donc la France pourrait tout à fait imposer sa volonté. Mais c'est Emmanuel Macron le président. Voilà. Alors, donc, on va parler maintenant des conséquences de cette immigration. Donc, j'ai parlé un peu des conséquences économiques. Évidemment, quand on vous présente l'addition, on vous explique que... avant, on nous expliquait que l'immigration rapportait un petit peu. Et maintenant, finalement, on nous dit, elle coûte un peu. On va être franc avec vous, elle coûte un peu d'argent, mais il y a quand même l'enrichissement culturel qui contrebalance ça. Donc, ce serait bien sot de se priver, finalement. En fait, quand on fait un calcul vraiment honnête et qu'on va au bout des variables, c'est-à-dire que si on tient compte par exemple de l'insécurité ou du coût de l'accueil de l'immigration clandestine et des réfugiés, ou du coût sanitaire qu'il représente, ou du coût du terrorisme aussi. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi l'actualité de ces dernières années, mais 100% des actes terroristes ont été commis par des individus issus de l'immigration. Ça coûte des milliards tous les ans, la gestion du terrorisme. L'insécurité, alors j'avais écrit un bouquin consacré à ça, on estime que ça coûte chaque année entre plusieurs dizaines au moins et peut-être plusieurs centaines de milliards d'euros par an.
sachant que à peu près 2/3 des crimes et délits sont commis par des individus issus de l'immigration, on pourrait imputer une partie de ce coût à cette immigration aussi. Et quand on ajoute toutes ces variables au calcul, évidemment, le total est très largement déficitaire. Mais, à mon sens, le phénomène le plus grave n'est pas économique, mais il est social. Ce qu'on appelle le capital social, qui est une notion qui a été... un concept qui a été forgé par un sociologue de gauche d'Harvard, triple immunité, qui s'appelle Robert Putnam. Et ce Putnam, donc, a expliqué que le capital social, en gros, pour lui, c'est en quelque sorte le lien social, c'est-à-dire le lien de réciprocité qu'unit les citoyens entre eux. Ce qui fait que, par exemple, vous êtes assis dans une pièce exiguë et que vous ne vous entre-massacrez pas, parce qu'il y a des normes sociales qui sont parfaitement intégrées, et donc qui nous permettent de vivre ensemble, puisque nous parvenons à nous reconnaître en l'autre, à imaginer que l'autre va se tenir correctement et je vais en faire autant, etc. Et donc il y a un équilibre des terreurs qui fait que la vie en société est possible. Robert Putnam a montré que ce degré de réciprocité, de confiance, avait tendance à s'effondrer quand on introduisait au sein d'une société homogène des populations hétérogènes, disons, culturellement parlant. Et il a constaté que plus la diversité ethnique grandissait au sein d'un pays, plus ce capital social allait s'effriter et s'effondrer. C'est-à-dire que non seulement les gens n'allaient plus avoir confiance en ces groupes qu'ils considèrent avec défiance, mais aussi la confiance allait s'effondrer au sein de leur propre groupe. C'est-à-dire qu'ils allaient moins se fier à leur police, à leurs institutions, à leur État, à leurs voisins, et que finalement chacun allait se replier un petit peu sur lui-même et jouer le jeu de la... Voilà, plutôt que d'aller dans le sens de l'intérêt général, chacun essayait de récupérer un peu sa mise. Parce qu'évidemment, quand vous avez ce multiculturalisme, vous avez une multicompétition communautaire, vous avez le clientélisme électoral qui se met en place automatiquement, au niveau local aussi bien que national. Et donc, quand un honnête contribuable qui travaille dans le sens de l'intérêt général et qui tend à se sacrifier pour le bien collectif constate que des individus ne jouent pas le jeu, bénéficient des largesses clientélistes de certaines mairies associatives, de la bienveillance judiciaire, pour utiliser un terme poli, ont comme ça beaucoup d'avantages. Eh bien lui, le citoyen moyen, se dit mais moi donc je paye mes impôts, je trime dur pour alimenter cette compétition-là. Et moi, en tout cas, si je ne gagne pas, je perds quelque chose là-dedans. Et ça, donc, conduit le citoyen à se dire eh bien, puisque c'est comme ça, je vais arrêter de jouer le jeu et je vais être tenté moi-même par la triche. Alors, les Français n'en sont pas encore là, mais rechignent fortement à payer leurs impôts, à participer, à jouer ce jeu-là, en fait. Et donc, évidemment, plus la situation va continuer, plus la pression fiscale, notamment, va s'accentuer, puisqu'il faut bien payer toute cette protection sociale. Il faut bien payer ces fameuses zones sensibles, c'est-à-dire les arroser au maximum pour éviter les embrasements et les contagions épouvantables qui pourraient survenir. Il faut acheter la paix sociale, clairement. Pas faire de vagues, hein, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode. Donc il faut éviter ces débordements manifestes. Et le citoyen voit bien qu'une grande partie de son argent part pour ces pans du territoire qui sont quasiment abandonnés. Et lui-même se dit, bon, bah, moi je refuse de jouer ce jeu-là. Et je ne me reconnais plus dans la France et je ne reconnais plus dans mon compatriote un allié potentiel. Et ça aussi c'est assez terrible. Parce que le citoyen de base se dit qui me dit que cet homme qui semble appartenir à mon groupe n'est pas un clone de Yann Barthès. Et donc en quoi puis-je me fier à lui et me retrouver en lui? Et donc il y a comme ça une partition généralisée de notre pays. En plus de la fragmentation communautaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette partition entre cette élite progressiste, je parlais des médias tout à l'heure, mais tous les individus qui comptent dans cette société, qui ont accès au levier du pouvoir, à l'expression publique, en quelque sorte, c'est-à-dire à ces fameux grands médias qui donnent, pour eux, enfin c'est le miracle. Parce que quand vous êtes dans ces grands médias, vous parlez à des millions d'individus tous les jours. Je crois que les Français, 50 millions de Français, regardent la télévision 4 heures par jour et écoutent la radio 2 heures par jour. Donc nous, on n'est rien. On peut se parler entre nous, on peut parler à notre voisin. Personne, en réalité, ne nous entend. L'expression est libre, mais elle n'est pas équitable.
parce que eux, ils ont ce pouvoir incroyable de conditionnement des foules, de masse, qui marche du soir au matin. Et croyez-moi, même si beaucoup d'individus disent « moi je regarde pas la télé, j'y crois pas, j'écoute pas », eh ben, les messages finissent par passer. On peut pas échapper à ça. C'est un conditionnement qui est tel, c'est une sorte de piratage cérébral. Par exemple, Juva bien, Juva mine. Nous n'avons pas voulu que ce slogan stupide s'inscrive dans notre crâne, et pourtant il y est, et on ne pourra plus jamais l'enlever, parce que ce sont des techniques de martèlement comme ça du message qui finissent par produire leur effet. Ce sont des gens, enfin ces communicants, ces publicitaires, ce sont des gens qui savent leur métier et qui savent très bien comment nous imposer comme ça des slogans, les fameux pas d'amalgame, la diversité est une richesse, l'immigration est une chance, etc., répétés à longueur de temps. Sur un public averti, évidemment, le message ne prend pas. Il y a une défiance critique, mais ce public est rare en fait. C'est ça qu'il faut bien avoir conscience de ça, c'est que le public, très largement, il regarde la télévision, il regarde le journal télévisé, et il n'a pas le recul critique sur la fonction de journaliste. Il pense que tout ce qui sort de là est vérifié, authentifié, il n'y a pas de problème. À aucun moment, il y a un moment de doute. Donc voilà, cette situation fait qu'il y a une forme de partition entre cette espèce d'élite qui pense bien, qui est progressiste, parce que son groupe est comme ça, et qu'on ne peut pas être exclu du groupe, donc on se conforme à lui. Hein. On peut pas accéder à ce groupe-là si on ne pense pas bien. C'est ce qu'on me demande souvent. Pour moi, la vraie problématique de tout ça, elle est morale. C'est-à-dire que nous sommes victimes de ce politiquement correct parce que nous avons tous très peur d'être moralement exclus de notre groupe, d'être moralement désignés et ostracisés. Alors nous avons sans doute moins peur parce que nous avons sûrement moins à perdre. Parce que plus on monte dans cette échelle d'individus importants, plus ils ont à perdre. Et donc plus ils peuvent se faire très mal en tombant de l'échelle. Le type qui est tout en bas, qui a un couteau au bistrot et qui passe son temps à dire des choses pas très gentilles à l'encontre de la diversité, bah, tout le monde s'en fout. Voilà, il peut dire ce qu'il veut, il n'a aucune importance, donc il n'a rien à perdre. Tout ce qu'il va faire, c'est un peu ennuyer le tenancier jusqu'à la fermeture. Mais plus on monte dans cette échelle, moins on a la liberté de parole. Par exemple, prenons Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, c'est difficile de faire plus dinosaure dans ce milieu-là. Je ne sais pas la durée de sa carrière, mais ça doit être pas mal. Imaginez, il a investi tout ce qu'il a investi comme sacrifice, tout ce à quoi il a dû renoncer pour en arriver là. Donc pour arriver à présenter le journal télévisé de TF1, donc le JT le plus regardé de France. Donc chaque soir, il a des millions de Français face à son discours. Et une fois, il a dit que le sort des SDF français, comparativement à celui des migrants, donc ça s'appelle un dérapage. Et il a été sommé de s'expliquer, et si jamais il y avait eu récidive, tout Jean-Pierre Pernaut qu'il est, il aurait disparu de cet écran. Donc on ne peut pas en fait, ou alors on ne peut qu'une fois. C'est ce que je dis toujours, on me dit, mais il y a toujours des jeunes journalistes qui me disent, moi ce que je vais faire, je vais devenir journaliste, je vais faire mes études, je vais aller de média en média, et quand j'arriverai au JT de TF1, le 20h et tout, là je vais me lâcher. Je dis oui, mais ça n'arrivera qu'une fois. Parce que voilà, tu vas te faire plaisir et tu vas disparaître. Et c'est comme ça. Et cette somme de sacrifices, elle ne peut pas être balayée comme ça un jour sur un coup de folie. C'est pas possible. Donc tout le monde finalement intériorise ce rôle, cette morale dominante. Alors il ne faut pas imaginer que tous ces individus-là sont militants dans les médias. Pas du tout. Les militants sont peu nombreux. Mais ceux qui suivent, les victimes de ce système sont majoritaires. Et ils ont peur. Et donc ils se conforment à ça. Et combien de fois m'a-t-on dit « J'adore ce que tu fais, tes livres sont géniaux, mais je vais te vomir dessus dans mon article, parce que tu sais bien que je ne peux pas faire autrement. » Je sais parfaitement, c'est comme ça. Si on veut garder sa place dans ce monde-là, on se conforme à lui. Sinon, on ne peut pas y exister. Donc c'est assez dramatique, et ça explique très largement notre situation. Il y a quelques individus qui terrorisent tout le reste du banc de sardines, quand bien même ce banc de sardines espère qu'il va y avoir un grand virage. En attendant, qui va être le premier à l'initier, c'est là qu'est le problème, parce que tout le monde a très peur de tourner en premier. À part ceux qui n'ont rien à perdre, mais évidemment, personne ne va les suivre, cela. Et nous-mêmes, nous avons tendance aussi, comme je l'ai dit, sur des sujets de société comme l'immigration, nous avons tendance à modérer insidieusement nos pensées, nos remarques. Vous savez très bien, un repas de famille ou une réunion de travail, certains d'entre vous n'ont sans doute pas grand-chose à perdre, mais globalement, nous avons tous tendance à nous modérer.
parce qu'il y a peut-être potentiellement autour de la table une sorte d'Émeric Caron portatif qui n'attend que ça pour s'indigner, vous hurler au visage que vous êtes les heures les plus sombres de notre histoire, etc. Et face à ça, on est un peu démuni objectivement parce que cet argument est plus fort que tout et la suspicion qu'il fait peser sur vous, vous n'avez pas rationnellement d'argument à opposer à ça. On a tous peur de cette accusation qui est socialement le truc le plus infamant qui soit. D'ailleurs, c'est exactement comme quand on inculque aux enfants la propreté. On vous dit ces pensées-là, c'est nauséabond. En gros, c'est caca. Il ne faut pas toucher, c'est sale, ça sent mauvais, c'est rance. Tout le champ lexical de la pourriture qui est censé faire appel dans notre profond cerveau reptilien au dégoût. Et donc, c'est pas pour rien que ces débats-là sont politisés à ce point-là. C'est que l'immigration et l'insécurité, a priori, ne sont pas des sujets qui doivent être politisés. Et pourtant, ils le sont extrêmement. Ils le sont uniquement pour qu'on nous explique qu'en gros, l'immigration et l'insécurité, si vous y touchez, vous êtes d'extrême droite. C'est pas possible autrement. Ça, c'est l'extrême droite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Marine Le Pen est d'extrême droite. Parce que socialement, économiquement, je ne vois pas ce qu'elle a de droite, Marine Le Pen. Mais on dit qu'elle est d'extrême droite uniquement parce qu'elle a une position peu commune, conventionnelle sur l'immigration et l'insécurité. Et pourtant, un type qui se fait poignarder, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, ça peut lui poser un problème normalement. Encore que certains s'en accommodent, paraît-il, mais moi je ne vois pas en quoi ce sujet est politique. Et d'ailleurs, l'immigration, pendant très longtemps, n'a pas été un sujet qui avait un bord politique défini. Il y avait des partis de gauche qui étaient férocement anti-immigration. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mélenchon et ses amis se sont fortement déchirés sur la question. Et je pense que ce parti finira par imploser parce que Mélenchon ne peut pas. Il est entouré par une cour d'individus qui sont historiquement pro-immigration et qui ont toujours fait des discours très fortement pro-immigration. Donc il ne peut pas se renier tellement il allait loin dans ce soutien idéologique de l'immigration. Par contre, sa base n'est pas sur la même ligne. Et c'est objectivement ça qui l'empêchera de percer. Et pour moi, c'est ça qui le retiendra toujours. Donc on voit que c'est un sujet qui est tellement politisé, c'est ça qui fait que ce sujet est vraiment brûlant, dangereux et socialement très dangereux. C'est pour ça que tous les sociologues ou les universitaires ou les journalistes qui font un travail objectif sur le sujet comprennent très rapidement qu'il faut qu'ils arrêtent d'en parler, sinon leur existence sociale va être mise en danger. Il y a eu le sociologue Hugues Lagrange qui a osé parler de la culture pour expliquer la criminalité d'individus issus de l'immigration. Il s'est fait traiter, mais comme vraiment un suppôt de Satan. Pourtant, qui a une bonne réputation au milieu universitaire. Il y en a beaucoup d'autres. Tous les universitaires qui ont osé faire ça, ça leur a coûté très cher. Donc finalement, on leur fait comprendre que c'est mieux de s'occuper de la sexualité des algues vertes et donc de laisser tomber les études qui peuvent être dangereuses. Donc évidemment, les sociologues apprennent à se taire, les journalistes aussi, et finalement, tout le monde se censure. Et on en vient à voir dans un climat qui pourtant, où tout nous porte à parler de l'immigration. Vous écoutez France Info une journée, vous verrez qu'à peu près tous les sujets traités par ce média sont sous-tendus de près ou de loin par l'immigration, l'autre, le vivre ensemble, etc. et tout ce qui en découle. Et malgré tout, le sujet reste complètement tabou. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler normalement, froidement, rationnellement. Moi, je suis passé à la télé chez Pascal Praud pour ce bouquin. Je suis tombé sur un mec de la France Insoumise qui m'a dit « Vous êtes abject ». Et il n'avait pas lu le bouquin. C'est le premier truc qu'il a trouvé à dire. C'est assez fabuleux quand même. Quand on réfléchit à la question, voilà. Mais il n'y a pas justement de réflexion. Et le but de cette excommunication est d'empêcher le débat. Parce que derrière, il n'y a rien. Derrière l'insulte, il n'y a rien. Il y a une faiblesse argumentative extrêmement forte de cette gauche progressiste qui se repose sur ses acquis. En fait, elle a le confort de la posture de dominance et de cette indignation qui la dispense de réfléchir. Et à partir du moment où vous avez Caron qui vous traite de raciste, il sait très bien que derrière, à froid, il n'a pas d'argument à échanger avec vous. Parce qu'il sait que vous avez raison sur l'évolution chiffrée, il sait que tout ne va pas bien, que le vivre ensemble n'est pas si génial que ça, qu'il y a quelques petits problèmes d'ajustement, que ça ne va pas peut-être nous enrichir aussi vite que prévu, etc. Et donc, cette inquiétude-là, ils en sont bien conscients. Et d'ailleurs, ils s'adaptent un petit peu. Vous avez vu, le discours a tendance à s'adapter un petit peu à l'ère du temps. Ils sentent qu'il se passe des choses en Italie, en Allemagne, ils voient bien l'évolution dans les pays voisins, ils voient que l'opinion évolue et qu'il faut quand même lâcher un petit peu de lest. Et vous avez vu, par miracle, ces dernières semaines, alors des journalistes du Monde qui ont découvert qu'il existait des individus, des islamistes en Seine-Saint-Denis,
Bravo à eux, franchement. J'ai été impressionné par cette découverte de haute investigation. On a vu Gérard Collomb se rendre compte que le vivre ensemble, finalement, ça ne marchait pas. On a vu Martine Aubry reconnaître qu'il y avait de l'insécurité en France. Ça, c'est pareil, c'est complètement extraterrestre. On a vu Anne Hidalgo parler de bandes ultra-violentes dans Paris et que c'était préoccupant. On a vu Valéry Giscard d'Estaing reconnaître que le regroupement familial, après 50 ans de mûre réflexion, c'était peut-être pas si bien que ça non plus. On a vu François Hollande parler de la possible partition de la France. On a eu absolument tous ces gens qui étaient vraiment des idéologues forcenés et qui aujourd'hui font comme si ils venaient de découvrir en fait ce que beaucoup de gens disent depuis quand même pas mal de temps, depuis les années 70 pour certains d'entre eux, je pense à Jean Raspail par exemple. Et ces gens essaient de récupérer ce mouvement, de se l'attribuer, de le digérer, en se disant que si le discours s'adapte à cette réalité, ça suffira aux Français, au moins pour que la situation continue à pourrir sans leur causer trop d'ennuis et sans mettre en jeu leur survie sociale. Ce calcul n'est pas si mauvais parce que le Français, malheureusement, est très sensible au discours. Le Français n'est pas demandeur d'actes en réalité. Tout ce qui l'intéresse en général, c'est que de l'argent soit versé sur le problème, que le problème soit recouvert d'un tas d'argent, et là il sera content. Et peu importe les résultats, ça c'est très français, c'est assez étonnant, mais ça je l'ai constaté depuis très longtemps. Le français n'est pas demandeur d'actes et de résultats. Par contre, vraiment un beau discours de fermeté, une posture, etc., ça lui plaît. Donc il va applaudir Sarkozy, il va applaudir celui qui aura l'instinct pour capter cet air du temps et lui servir exactement ce qu'il a envie d'entendre. Si Macron était un peu moins orgueilleux, il pourrait tenir un discours un peu à la Salvini, et je pense que sa popularité grimperait en flèche, mais sans avoir besoin d'aller jusqu'aux actes. Parce qu'en France, c'est pas utile. D'ailleurs, la France regarde les États-Unis où il se passe des trucs, parce qu'aux États-Unis, quand un président comme Trump dit quelque chose, il y a une propriété étonnante, c'est que derrière, il le fait vraiment. Et ça, c'est complètement, pour le français moyen, c'est un stade qui pense à jamais perdu. Donc il se résout à se dire que de toute façon, la politique est l'art de la communication. D'ailleurs, c'est vrai que les politiciens ne travaillent exclusivement que leur communication aujourd'hui. C'est la seule chose qui est réfléchie. Ils reçoivent des rapports uniquement, ils les étudient pour savoir comment on va communiquer sur les faits, pas comment on va les modifier, les empêcher, les gérer. Ça, c'est complètement obsolète. Donc, tout ça pour dire que la situation n'est pas excessivement réjouissante. Mon livre n'est pas forcément un constat qui fait plaisir, mais il y a cette espèce de parenthèse et d'interrogation finale qui concerne justement le citoyen moyen. C'est-à-dire, pourquoi ce citoyen moyen qui pense à 75% qu'il y a trop d'immigrés dans son pays, et 75% plus tous ceux qui n'ont pas osé le dire, hein, parce que c'est un sondage. Donc il y a cette masse de citoyens qui sont très clairement, depuis très longtemps, d'un avis vraiment tranché sur ce sujet. Comment est-il possible qu'ils ne parviennent pas à se faire entendre et à imposer à cette extrême minorité d'individus qui ont complètement coopté les médias, les universités, le monde politique et administratif, comment est-il possible que cette très large majorité ne parvienne pas à imposer sa souveraineté finalement et à avoir peur du politiquement correct et à laisser finalement, à abandonner la situation à ça, c'est-à-dire à se résigner, à subir et à accepter. Ça, c'est vraiment une question, pour le coup, quasiment métaphysique, qui est intéressante. Pourquoi cet état de non-rébellion et de passivité fondamentale ? C'est ça la vraie question. C'est, au bout du compte, la dénatalité, c'est nous. Cette immigration, elle a lieu parce que nous y consentons. Nos impôts sont massivement utilisés à des fins absurdes parce que nous y consentons, et tout se passe parce que nous y consentons. Ce théâtre médiatique existe avec notre consentement. Quand je disais c'est un théâtre parce que ce spectre médiatique recrée complètement l'illusion démocratique. C'est-à-dire que vous avez des médias qui sont censés être pluriels, représentatifs, etc. Sauf que si on fait le calcul, dans ces médias, combien d'individus sont réellement contre l'immigration ? Il n'y en a pas beaucoup. Le Monde avait fait le calcul, ils en avaient trouvé 5, je crois.
5 en 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait Zemmour, Polony, etc. Voilà. Donc vous imaginez, pour eux, alors déjà c'est trop, c'est le péril absolu, la menace fasciste, les heures sombres, voilà, les bruits de bottes. Sauf que 5, sur le nombre de cartes de presse distribuées, ça fait pas grand monde finalement. Et voire pas du tout. C'est vraiment pour le coup des soupapes de sûreté. Alors c'est bien parce que ça décomplexe. Hein. Zemmour, il a désinhibé un énorme paquet de Français qui étaient terrorisés devant leur télévision, de voir tous ces gens penser pareil et de se dire mais je deviens fou, bobonne, le monde que je vois, la télé, ils disent vraiment le contraire. En plus, ils ont des experts, ils sont là, ils ont des scientifiques, ils ont des mecs rigolos, les jolies filles, tout ça, et je comprends pas. Et là, tout d'un coup, Zemmour arrive, il les dessine tous, avec son petit sourire et tout ça, donc ça fait du bien. Et beaucoup de Français se sont retrouvés en lui, on a besoin de se retrouver, c'est ça aussi, comme cet isolement, cette partition dont je parlais tout à l'heure, du fait du repli sur nous-mêmes, nous prive de ça, de cette réciprocité, de nous retrouver dans l'échange social, de se dire « j'existe, je ne suis pas fou ». Combien de mes lecteurs m'ont dit ça ? Grâce à vous, je sais que je ne suis pas seul. Et ça, c'est terrifiant aussi. C'est ça aussi que parvient à faire ce système très puissant. Lui, il est extrêmement unitaire, et nous sommes éparpillés, complètement divisés. Nous n'avons pas conscience de cette force, quand bien même nous sommes très largement majoritaires. Les sardines, elles ont des œillères, on ne se voit pas les uns les autres. Et malheureusement, on me dit toujours pourquoi vous ne faites pas d'alliance avec Zemmour, Polony, machin, etc. Parce que les gens de droite, en général, sont très individualistes, hein, c'est l'essence de la droite. Et donc, ils préfèrent, vous voyez, ils aiment bien la belle défaite, c'est-à-dire ils préfèrent la charge de chevalier français à Azincourt. C'est magnifique, sauf qu'on prend une branlée. Parce que les autres, ils sont très organisés, et ils sont très collectifs, et ils sont très soudés. Et donc, ils gagnent à la fin. Et pourtant, ils sont moins nombreux, et voilà. Donc, ce livre se termine vraiment sur cette espèce d'interrogation. Pourquoi cette passivité ? Alors, j'avais parlé un peu de la domestication du citoyen français et du citoyen en général, comme d'une piste de travail, puisque aujourd'hui, pourquoi cette dénatalité, par exemple ? Pourquoi les Français ne font plus suffisamment d'enfants ? Effectivement, moi je ne dis pas qu'il faut en faire absolument, que la croissance est une chose formidable pour la planète, non. Mais seulement si on est les seuls à décroître, il y aura un problème. Parce que imaginez que le reste de la planète sera à même de gérer toutes les problématiques écologiques, etc., qui arrivent, là je pense qu'on commet une erreur tactique. Parce que les seuls individus aujourd'hui qui se disent si je fais un enfant de plus, ça va rajouter un consommateur pollueur, ce sont des individus qui ont un niveau intellectuel et culturel qui n'est pas partagé par l'ensemble de nos semblables. Et ceux qui ne se posent même pas la question, qui en ont 8 et qui vont en faire 9 et 10, et qui n'ont pas réfléchi une seconde à ça, n'ont pas le même niveau. Et ça a des conséquences aussi, ça, sur clairement le niveau du pays. J'en parle un peu dans le livre, alors c'est un sujet qui est encore plus casse-gueule que tous les autres, le sujet du quotient intellectuel, qui, on l'a constaté en France, baisse ces dernières années de façon spectaculaire, vraiment très importante. Et en France, évidemment, c'est un sujet qu'on n'aime pas. Il y a eu un conditionnement médiatique et universitaire très puissant pour briser ce genre d'instrument de mesure, parce que c'est inadmissible. En France, vous savez bien, tout le monde est égal. C'est-à-dire que les individus sont tous exactement pareils, en fait. Et si certains réussissent mieux que d'autres, c'est juste une question d'environnement. Ceux à qui on a bien donné à manger des vitamines et on leur a dit qu'ils étaient beaux et qu'ils étaient grands, ils sont devenus beaux, grands et forts et doués et ils ont des bonnes notes. Et par contre, ceux qui ne réussissent pas, à l'inverse, ils n'ont pas de chance, ils ont un quartier qui n'est pas propre, donc évidemment, ils sombrent dans le crime et ils violent des grands-mères. Voilà. Ça, c'est le discours sociologique français tel qu'il existe depuis 100 ans et qui n'a pas changé depuis d'un iota. Pourtant, aux États-Unis notamment, les psychologues ont montré qu'en réalité, nos fonctions intellectuelles, qui étaient mesurées par ce fameux quotient intellectuel, ou QI, répondaient davantage à des facteurs innés, c'est-à-dire héréditaires. Donc nous héritons comme ça de capacités, alors qu'elles soient intellectuelles ou autres. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a des gens qui sont très doués pour faire certaines choses. Et ce n'est pas une question d'apprentissage. L'apprentissage vient renforcer des aptitudes, mais ces aptitudes sont largement innées. Et donc, ce quotient intellectuel qui réduit, alors on a eu plusieurs explications pour l'expliquer. Il y a eu évidemment l'explication autorisée, c'était celle des perturbateurs endocriniens, de la pollution.
du temps passé en voiture, certains ont dit ça, du temps passé à regarder la télévision, sauf que ça, encore une fois, c'est un faux débat. Le problème, c'est pas Cyril Hanouna qui rend son téléspectateur idiot, c'est le type qui a un cerveau et qui va vers Cyril Hanouna, c'est déjà un problème de départ, en fait. Il faut mettre les causes et les conséquences dans le bon ordre. Et donc, cette intelligence qui baisse est alors fonction d'une part de l'immigration massive, comme on l'a dit, des individus qui sont largement sous-qualifiés par rapport à la moyenne de l'OCDE. Donc évidemment, ça ne fait pas monter le niveau. Une émigration, alors pour le coup, les individus qui quittent le pays sont les individus largement les plus qualifiés, les plus doués d'entre nous. C'est-à-dire que le type aujourd'hui qui sort d'une école d'ingénieur, il se dit, moi, j'ai pas envie de payer toute ma vie 50% du fruit de ma productivité pour arroser tel ou tel, enfin voilà, l'administration, les cités, etc. Donc il se barre d'ici et c'est difficile de lui donner tort. Donc ces gens vont vendre leur cerveau ailleurs où il sera mieux monétisé. Et le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle l'effet dysgénique, c'est-à-dire celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les individus les moins instruits, pour être polis, c'est-à-dire qui ont le QI le plus bas, sont ceux qui font le plus d'enfants, et les individus à l'inverse qui ont le QI le plus haut en font très peu. Alors, encore une fois, ce sont des moyennes statistiques. Si vous avez 8 enfants, ça ne veut pas dire qu'il faut vous tirer une balle tout de suite. C'est plus compliqué que ça, ce sont des moyennes statistiques, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme intelligente, très intelligente, aura en moyenne un enfant et guère plus. Donc le renouvellement de son patrimoine génétique exceptionnel, puisque le QI est à peu près à 80% héritable, le renouvellement de ce patrimoine génétique exceptionnel n'est plus assuré. Donc concrètement, il y a une décimation des individus les plus doués. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent tirer ce pays vers le haut, qui peuvent, à partir d'un QI élevé, lui apporter la productivité, l'intelligence technologique, scientifique, etc., enfin, l'administration, bref, tout ce qui fait que notre pays a ce niveau de vie, ce nombre baisse. Donc mécaniquement, ça va coûter très très cher à la France. Et le niveau de vie moyen va baisser. Il y a une fonction de l'intelligence qui est très intéressante, qui s'appelle la préférence temporelle, qui est la capacité en fait à nous projeter dans le futur. Les individus les plus intelligents ont un horizon temporel très long. Ça veut dire qu'ils sont capables de penser à la semaine prochaine, ils sont capables de penser au mois d'après, à l'année d'après, etc., à prévoir des choses à très long terme et à mener des projets très prolongés. Il y a un test qui s'appelle le test du marshmallow, vous avez peut-être entendu parler de ça, vous donnez à un gamin le choix entre manger une friandise tout de suite et 2 friandises s'il patiente 5 minutes, et ce test permet d'évaluer en gros si cet enfant a un potentiel élevé ou pas. Parce que s'il choisit tout de suite la récompense sans réfléchir plus avant, ça veut dire qu'il n'est pas forcément... Enfin, il pourra être bon footballeur, quoi. Donc, en gros... et encore une fois, je ne généralise pas, il y a des footballeurs qui sont sans doute très intelligents. On leur donne sans doute très peu la parole. Donc, cette préférence temporelle est très importante. Elle s'oppose à ces individus qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas à demain et qui sont capables, voilà, ils vont toucher le RSA et boum, le RSA, il est bu dans le quart d'heure qui suit. Ça, c'est une absence de préférence temporelle. Et là, quand on y songe, toute la spécificité culturelle d'une nation, elle vient de cette préférence temporelle, c'est-à-dire des individus qui sont capables d'entamer la construction d'une cathédrale en se disant qu'il faudra à peu près 3 ou 4 générations après eux pour la terminer. Ça, c'est la préférence temporelle. Les types qui sont capables de se penser dans la postérité. Ça veut dire, je vais créer une œuvre, Vinci, Michel-Ange, etc. Je vais créer une œuvre qui va marquer non seulement mes contemporains, mais ceux d'après, et ceux d'après, et ceux d'après, et je vais essayer comme ça de me survivre à moi-même. Les pharaons qui ont construit ces mausolées, qui avancent comme ça dans la nuit des temps, ça, c'est la préférence temporelle, et c'est vraiment là-dessus, quand on y songe, le patrimoine, il est uniquement basé là-dessus, y compris pour le terroir, d'ailleurs, le bon vin, le bon fromage, les bons produits, etc., les beaux monuments, tout ça est basé sur une capacité de gestion des choses à très long terme. Et ça, c'est la spécificité de l'intelligence élevée. Et donc, si on perd ça, on perd tout ce qui va avec. Donc, évidemment, on ne va pas vers le mieux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réflexion assez pessimiste, et je pense qu'il faut regarder ces choses en face. Si on ne se pose pas les questions, pourquoi ça arrive, pourquoi les gens intelligents se disent « moi, je veux jouir du monde maintenant et de tout l'héritage de mes ancêtres
sans avoir l'idée de transmettre la flamme, de transmettre quelque chose, de donner des descendants à cette terre, sans se sentir maillon de la chaîne, eh bien, il y a un problème et il y a cette disparition qui s'ensuit. Parce que la disparition, elle est uniquement de notre fait. Il ne faut pas dire c'est les immigrés, il ne faut pas dire c'est les responsables c'est nous, clairement. Donc, c'est un peu ça que dit ce livre à la fin, c'est-à-dire que je ramène les choses à un propos individuel et chacun d'entre nous peut faire avancer, à mon avis, à son humble échelle, les choses, à prendre en main, à diffuser des informations importantes, à cesser de s'agenouiller devant les Émeric Caron de poche, et donc à regarder les choses en face et à dire, moi, cette indignation-là ne doit plus me faire dévier, ne doit plus me faire peur, ne doit plus me conditionner à penser. Et je connais des journalistes, et c'est triste, qui sont dans des grands médias, je ne citerai pas de nom, mais qui sont complètement soumis à ce dogme dominant. Et alors ils ont fait leur carrière, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est génial pour eux, mais ils ont oublié un truc qui s'appelle l'honneur, et ça, ils n'auront pas. Et c'est quand même triste d'arriver à ce niveau de renoncement de soi et de sacrifice, de vertu, qui, me semble, font aussi partie de notre patrimoine. Bref, il faut donc, je pense, nous regarder en face avant toute chose et évaluer si on ne mérite pas tout simplement ce qui est en train de nous arriver, si on ne le veut pas, peut-être même inconsciemment. Et donc c'est sur nous, je pense, qu'il faut d'abord travailler. Mais il faut le faire vite, parce que, comme je le dis dans ce livre, il y a des réalités démographiques très claires. Gérard Collomb l'a dit aussi. Vous avez vu, je ne suis pas le seul. Maintenant, je peux citer Gérard Collomb, c'est génial. Donc Gérard Collomb a dit, d'ici 5-6 ans, ce sera la merde, clairement. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher, là. En 5-6 ans, il a dit. Donc 5-6 ans, lui, il voit un embrasement, quartier, communautaire, machin. Donc 2005 bis, c'est-à-dire j'avais écrit un bouquin guérilla là-dessus, basé sur cette probabilité, ce possible devenu probable d'un embrasement généralisé des cités françaises, avec en plus le fait terroriste, qui va donner un peu de piment à tout ça, puisque évidemment la force publique, vous avez entendu le discours du général de Villiers, qui aurait dit à son frère qu'on n'a pas les hommes, on n'a pas les moyens, on n'a pas les hommes. Alors pas les moyens, c'est une chose, on sait très bien qu'on n'a pas les moyens, mais pas les hommes, c'est autre chose. Ça sous-entend clairement, là, il y a une reconnaissance que où la troupe de base ne va plus se battre pour cette patrie, où il y a un risque de déloyauté très fort d'une partie de la troupe. Et ça, ce discours, je l'ai déjà entendu dans la bouche d'un général à Lille, qui reconnaissait que, clairement, on ne mettrait pas la troupe dans les banlieues parce qu'on ne savait pas vers quel côté la troupe allait se tourner. Et donc, quand on sait qu'on en est là, quand on sait que les forces de sécurité intérieure représentent à peu près 300 000 individus, et quand on sait par ailleurs qu'il y a à peu près 5 millions d'individus qui vivent dans les quartiers dits sensibles, les fameux quartiers prioritaires, là encore une fois une belle réussite à la française, il y en avait 18 dans les années 1950, il y en a eu 750 zones sensibles autour des années 90, aujourd'hui il y a 1500 quartiers prioritaires. Et on continue à mettre de l'argent dessus en imaginant que l'argent va résoudre le problème. Sauf qu'il ne fait que l'accroître, puisque cet argent, justement, il dispense complètement ces individus de l'effort d'assimilation. Parce que si vous n'êtes pas en mode je suis polonais, je viens d'arriver, et si je ne travaille pas, je meurs, comme ça a été le cas pour les Polonais qui ont dû s'assimiler à la main il y a quelques décennies, eh bien les individus peuvent se dire mais moi j'ai pas besoin d'apprendre la langue, j'ai pas besoin de faire un effort, j'ai pas besoin d'aller vers cette société, j'ai pas besoin de me bouger, parce que ça arrive. Le RSA que je touche, il est 10 à 20 fois supérieur que le salaire de mon pays d'origine. Le trafic est infiniment plus lucratif. Pourquoi irais-je me fatiguer à trouver un boulot dans l'intérim ? Donc à partir du moment où des conditions comme ça d'évitement sont possibles, on se retrouve avec des zones entières qui ne sont plus des zones objectivement françaises. Donc évidemment, ça accroît ce risque considérable de partition. Il y a tous les soirs, les flics tombent dans des guet-apens épouvantables. On ne le dit même plus à la télé, puisqu'on ne prend même plus cette peine, c'est tellement banal, c'est dans le paysage. Donc voilà, le risque est réel et va s'accroître évidemment dans les années qui arrivent. Et la France, si la situation dégénère à la 2005, n'a plus les moyens d'intervenir efficacement, de contrôler une embrasion d'ampleur. La seule chose qui sauve nos dirigeants et l'état-major, on me l'a dit, c'est la seule chose sur laquelle ils comptent, c'est que ce sont des individus qui sont
particulièrement désorganisé. Donc il n'y aura pas de coalition extraordinaire, fomentée, voilà, ça va être juste le bordel. Donc ça, c'est gérable, parce que des individus qui foutent le bordel de manière désordonnée, on a l'habitude en France, on connaît ça par cœur. On laisse un peu faire, on les laisse s'exciter, on ramasse les flics blessés petit à petit, surtout pas de bavure, hein, c'était Sarkozy en 2005. Oui, nos policiers se font tirer dessus, d'accord, alors surtout vous ne ripostez pas, très bien. Donc on abandonne le monopole de la violence légitime à la rue, et petit à petit on cède, et les flics deviennent les derniers remparts, hein, les derniers, enfin, la chair à canon, hein, de cette société, en espérant qu'ils tiendront le plus longtemps possible. Parce que les individus qui sont au-dessus de cette société, comme je l'ai dit, eux ont les moyens d'échapper aux conséquences directes de ce vivre ensemble qu'ils encouragent très vivement pour ceux qui n'ont pas les moyens d'y échapper. Parce que eux, leur vivre ensemble à eux, il est génial. Leur diversité, elle est top niveau, elle est 5 étoiles. La diversité de leur monde, c'est pas la diversité de Barbès. Il faut avoir conscience de ça aussi, c'est qu'eux, ils sont vraiment persuadés qu'ils ont raison parce que le monde qu'ils ont sous les yeux le démontre. Qu'effectivement, dans leur monde, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais leur monde n'est pas représentatif du tout du reste du pays. Et les perdants de la mondialisation sont bien plus nombreux que les gagnants. Et le gouffre très inquiétant qui sépare ces deux mondes n'est pas sur le point d'être comblé. Alors ça va peut-être changer. Aujourd'hui, les grands médias envisagent sérieusement des virages. Vous avez vu Le Monde, donc ces journalistes qui ont découvert l'islam. Alors bon, ils ont monté une petite marche, hein, il reste un escalier parce qu'ils ont dit attention, pas d'amalgame, c'est une infime minorité. En gros, il y aurait 2 types en Seine-Saint-Denis concernés. Sauf qu'ils s'amalgament bien tout seuls, hein, les musulmans. Hein. Dans les enquêtes d'opinion, les jeunes musulmans disent à plus de 33% que l'islam radical, à fond les ballons, pas de problème, Daesh c'est un détail. Ils adhèrent complètement au projet salafiste hardcore, sans problème. Donc, c'est pas une infime minorité, hein, mais déjà pour eux, pour Davet et l'homme, donc les journalistes du Monde, c'est un pas énorme, énormissime dans leur tête. Et ça peut débloquer pas mal leurs confrères qui attendent, hein, l'effet bande sardine, hein, dont je parlais, maintenant les autres vont se sentir autorisés. C'est comme le type, il a invité Zemmour, c'est génial, je peux l'inviter aussi, en disant, mais non, l'autre l'a invité, et puis c'est pour mieux lui cracher dessus, etc. Mais en attendant, voilà, il l'invite. Et petit à petit, mécaniquement, il y a des gens, des financiers qui hésitent et qui savent très bien qu'il y a un marché. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où il y a un marché, où il y a de l'argent qui arrive, les choses peuvent basculer. Parce que si les financiers sentent qu'il est possible de lancer un grand média qui, pour le coup, soit réellement dépendant de ses lecteurs, c'est-à-dire de l'argent, de revenus générés directement, et bien là, les choses peuvent changer. Parce que si l'un d'entre eux a le courage de le faire, de lancer un média réellement populaire, c'est-à-dire, pour le coup, évidemment qu'il serait qualifié d'extrême droite, mais en attendant qu'il serait en phase avec la majorité des Français, puisque ces 75% de Français, visiblement, sont d'extrême droite, il aurait un succès immédiat très fort, il éclipserait complètement ce paysage complètement artificiel qui n'est lu par personne, sinon ce milieu, ils se lisent entre eux, hein, les gars, ça tourne en rond. Le Monde, personne ne lit Le Monde, ou à part pour rigoler de temps en temps, mais voilà, plus personne ne lit ça. Et le jour où c'est financier, alors il faudra un type courageux qui va lancer la première pierre, le premier sang. Évidemment, il va se faire traiter de tous les noms, mais après, il y en aura d'autres, et là, peut-être, ça peut basculer rapidement. Mais le basculement n'a pas lieu pour l'instant. Il y a une progression claire, nette des idées et de la désinhibition collective, grâce à ce qui se passe dans les pays voisins, puisque le français est très observateur, et il se rend compte qu'en Italie, ça bouge, et qu'en Allemagne, ça bouge. Et pourtant, l'Allemagne part de très, 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 très loin. C'est le pays qui a le plus à se faire pardonner, donc qui a le plus accueilli de réfugiés. Il y a une donnée assez intéressante là-dedans, c'est-à-dire que les pays qui ont subi après-guerre le plus fort conditionnement idéologique, que sont l'Allemagne et la France, sont les pays qui présentent la plus forte inertie en termes de morale et de liberté d'opinion. Par exemple, les pays du bloc de l'Est, qui étaient pourtant pour la plupart communistes, n'ont pas du tout subi ce conditionnement-là. Et on voit aujourd'hui qu'en Hongrie, on nous regarde mais avec des yeux de merlan frit, en se disant mais que sont en train de faire les Français, les Allemands?
Ils sont en train de venir voir, ils sont en train de sauter par la fenêtre. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ne comprennent sincèrement pas du tout. Au Japon, c'est pareil, ils n'ont pas eu ce conditionnement-là. Et ils ne comprennent sincèrement absolument pas ce qu'on est en train de faire. Heureusement pour eux, ils n'ont pas l'air d'être tentés par une imitation. Et c'est très bien. L'Italie non plus n'a pas eu un conditionnement aussi puissant après-guerre, ce qui permet à des Salvini d'exister. Par contre, en France, il a été très fort, et c'est pour ça qu'on a l'impression de cette inertie énorme au sein de la population française, parce que ça fait très longtemps que la France est confrontée aux joies du vivre ensemble, et pourtant, c'est peut-être dans notre pays que les choses évoluent le plus doucement, mais elles évoluent quand même. Mais voilà, tout est une question de temps. À quel moment sera-t-il trop tard et que les carottes seront cuites et les jeux seront faits? Est-il encore possible d'eux? Est-ce que les courbes vont durer ou s'inverser? Tout ça, on ne le sait pas. Et donc voilà, mais en attendant, je pense qu'il faut porter très rapidement le débat au maximum autour de vous, partout où il est possible de le porter, en espérant que peut-être il y a encore, si on le mérite, quelque chose à sauver. Et c'est une des conclusions positives du livre, c'est que j'explique qu'en gros, si on disparaît, c'est qu'on le mérite finalement. Donc la vie est belle, on a juste à pas le mériter et tout se passera très bien. Donc voilà en gros le propos du bouquin. Donc il faut le lire pour avoir tous les détails chiffrés qui font très mal à la tête et au moral, notamment sur le détail des aides sociales, etc. Enfin, tout ce que la France est capable de dépenser, tout ce qu'elle n'a pas et qu'elle dépense. Bref, ce livre réjouissant, je vous invite donc évidemment à le lire et à en parler autour de vous, puisque vous l'avez constaté, il n'y a pas beaucoup de médias qui le feront, à partager des vidéos comme celle de cet entretien, de cette conférence. Et donc voilà, surtout parlez-en autour de vous, n'ayez pas peur, comme disait l'autre, entrez dans l'espérance. N'espérez pas trop non plus, parce que ça conduit à la passivité aussi. En général, les types qui espèrent beaucoup, ils font rien, ils attendent. C'est aussi parmi les défauts du français, c'est le mythe de l'homme ou de la femme providentielle, qui consiste à dire, de toute façon, il va arriver, donc je peux rester devant Cyril Hanouna, de toute façon, voilà, je vais attendre le déclic, ça va bien se passer. Sauf que non, c'est pas obligatoirement. Donc si on attend, il ne se passe rien, quoi. Donc cette espèce de résignation, il y a le fameux tout est foutu aussi, le tout est foutu que j'entends énormément aussi. Mais pourquoi vous faites ça? De toute façon, tout est foutu. Ça sert à rien d'essayer. Ben oui, c'est sûr, si on n'essaie pas, comme dit Beckett, ne faisons rien, c'est plus prudent. Il ne se passera jamais rien. Donc évidemment, oui. Mais c'est aussi une manière de renoncer à nos responsabilités. Donc ce serait bien d'arrêter d'y renoncer. Voilà, c'est le message essentiel de ce livre. Maintenant, si vous avez peut-être des remarques, des questions, ou si vous voulez aller au fond d'un détail précis, n'hésitez pas. Voilà, je vous cède la parole. Merci.